Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, la radicalisation des jeunes filles, phénomène inquiétant au Sahel. Des jeunes filles radicalisées principalement par le biais des réseaux sociaux. Les associations passent donc par Internet pour mener leurs actions de sensibilisation. La pérennité des établissements de microfinance en question au Cameroun. 240 établissements ont été fermés entre 2000 et 2016 avec comme résultat une clientèle désemparée. Et des milliers de déplacés au Soudan du Sud après les inondations. Les pluies torrentielles ont été particulièrement importantes cette année. Près de 900 000 personnes ont été affectées et 600 000 ont besoin d'une aide humanitaire immédiate. Mais tout d'abord, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a reçu ce mardi 10 décembre son prix Nobel de la paix. La cérémonie de remise du prix avait lieu à Oslo en Norvège. Une récompense pour ses efforts de réconciliation entrepris avec l'Érythrée. Le 9 juillet 2018, à l'issue d'une rencontre historique à Asmara, Abiy Ahmed avait 3 mois seulement après sa prise de fonction mis fin avec le président érythréen Isaias Afewerki à 20 ans d'état de guerre. Un rapprochement concrétisé notamment par la réouverture des ambassades et le rétablissement des liaisons aériennes. La région du Sahel connaît depuis plusieurs mois maintenant une recrudescence des attaques terroristes. Pour enrayer cette flambée de violence, des associations s'attellent à la prévention et notamment en sensibilisant les jeunes face au risque de radicalisation. Et parmi ces jeunes, les filles sont de plus nombreuses à se radicaliser. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Au Burkina Faso, les jeunes filles en milieu rural sont soumises à plusieurs facteurs qui les rendent de plus en plus vulnérables à la radicalisation. En effet, Internet et les réseaux sociaux se sont avérés ces dernières années des canaux d'instrumentalisation pour les groupes terroristes. Depuis 2014, l'association AJFBF, Action Jeunesse Féminine du Burkina Faso, s'est engagée aux côtés des jeunes filles du Sahel à mettre en œuvre des outils de sensibilisation sur l'utilisation d'Internet. Nous nous sommes rendus compte que la plupart des jeunes se font radicaliser à travers les TIC. Et pour cela, nous avons décidé de mettre en place un projet qui était engager les jeunes du Sahel pour une paix durable sans radicalisation. Et par exemple, nous organisons des regroupements de personnes où nous essayons de leur présenter le phénomène et de leur apporter quelques conseils. Outre les facteurs d'ordre structurel, au nombre desquels l'éducation, l'emploi et la gouvernance, la discrimination ou encore la non-implication des jeunes filles aux instances de décision favorisent aussi le développement de la radicalisation. Le phénomène, selon l'association, est d'une si grande ampleur qu'il a nécessité la tenue d'un forum sous-régional auquel on prépare les pays du G5 Sahel en août 2019 à Ouagadougou. On a eu à soulever quelques questions pertinentes. Il s'agissait de ce qui empêchait la cohésion sociale et aussi de prendre en compte les femmes lors de la prise de décision et aussi de mettre un accent sur la femme quand il s'agit des recrutements. La JFBF, de manière active, travaille constamment à l'élaboration d'outils adaptés. Toujours dans le cadre du projet, 3 pays essentiellement ont été couverts, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Le chef du bureau de la MINUSMA, mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies à Kidal, le français Christophe Sivillon, a été déclaré personne non grata par les autorités maliennes. Le ministre malien des Affaires étrangères, Thiebilé Dramé, a indiqué que les autorités lui avaient donné 24 heures pour quitter le pays. Départ après que Christophe Sivillon ait déclaré « Bienvenue à la délégation venue du Mali et de l'étranger lors d'un congrès du MNLA ». Des propos laissant penser à une séparation entre Kidal et le reste du Mali et qui avait suscité une levée de boucliers. Dans l'actualité également, 2 anciens premiers ministres algériens, Ahmed Ouyaya et Abdelmalek Sellal, ont été condamnés à de la prison ferme. Ils ont écopé respectivement de 15 ans et 12 ans de prison. Ils étaient jugés pour des malversations dans le secteur de l'automobile lors d'un procès historique. Procès où comparaissaient les caciques du régime de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika. Le jugement intervient d'ailleurs à 2 jours de l'élection présidentielle prévue ce 12 décembre.
Au Cameroun, le secteur de la microfinance fait face à de sérieuses difficultés. 240 établissements de microfinance ont fermé entre 2000 et 2016. Le secteur participe pourtant pleinement au financement de l'économie nationale. La microfinance draine d'ailleurs le plus d'agents économiques directs après la téléphonie. Reportage de notre correspondante Viviane Baoken. Les établissements de microfinance contribuent à hauteur de 10% au financement de l'économie nationale. Malgré cet apport remarquable, le secteur de la microfinance rencontre des difficultés allant jusqu'à la fermeture de certains établissements de microfinance. Selon les statistiques, le pays est passé de 652 microfinances dans les années 2000 à 412 microfinances en 2016. Conséquence, le désarroi de la clientèle qui a vu son épargne se volatiliser sans garantie de remboursement. À travers leurs interventions multiformes, les établissements de microfinance se sont mués en de véritables pouvoirs de transmission des mesures gouvernementales prises en faveur des populations évoluant en marge du secteur bancaire. Par le downscaling, ils ont contribué à la réduction de la thésaurisation. Par le upscaling, ils ont su intégrer les chaînons manquants que sont les petites et moyennes entreprises et les très petites entreprises. Face au chaos de certaines microfinances, d'autres essayent de tirer profit de leurs atouts de bonne gouvernance pour se développer. C'est par exemple le cas de cette microfinance qui, en 27 ans d'existence, a doublé son chiffre d'affaires à 12 milliards de francs CFA. Des perspectives qui permettent d'envisager sa migration à l'établissement bancaire dans les prochaines années. Bientôt, au premier trimestre de l'année 2020, nous prévoyons ouvrir une direction, une agence spécialisée dans le financement de la PME, pour que nous ne fassions pas, ce n'est pas une affaire de l'argent. Et bien sûr, au deuxième semestre, nous voulons lancer la banque digitale de la régionale. Selon les experts, le développement des microfinances passe par la bonne gouvernance, la gestion rigoureuse des crédits, mais aussi la qualité de ces infrastructures, comme c'est le cas ici pour la régionale d'épargne et des crédits qui vient d'inaugurer sa 47e agence à l'intérieur du pays. Au mois de décembre dernier, un nouveau gisement pétrolier estimé à quelques 550 millions de barils était découvert au large du Ghana, découverte dans le champ de Pékin à 166 km de Takoradi. Kevin Oyere est l'un des entrepreneurs à l'origine de cette découverte, un gisement d'une capacité de 1,2 milliard de barils de pétrole. Aïssatou Diamankabe Selanda. Découverte spectaculaire de pétrole au large de Takoradi, une ville côtière de l'ouest du Ghana. Une découverte qui a été possible grâce à l'ingéniosité de Kevin Okyere, 39 ans, à la tête de la compagnie pétrolière Springfield Group, un géant dans l'industrie des hydrocarbures. Le bloc de pétrole a été découvert à une profondeur de 3323 mètres dans des eaux profondes. Le bloc pourrait contenir jusqu'à 1,2 milliard de barils de pétrole avec une récupération pouvant aller jusqu'à 35%. Cette découverte pourrait être la plus importante que celle du champ pétrolier de Jubilé, qui reste le plus grand gisement de pétrole du pays. En moyenne, il faut environ 12 mois aux entreprises pour se développer. Cela nous a pris 4 ans. Nous ne nous sommes jamais découragés car nous avions un objectif à atteindre. Nous avons obtenu ce bloc pétrolier en 2016. En 2017, nous avons fait venir le plus grand navire sismique au monde appelé Renform Titan pour réaliser une étude 3D à large bande pour nous aider à évaluer les possibles opportunités. Nous avons ainsi réussi à forer et à trouver des hydrocarbures en quantité commerciale. Celui qui était vendeur d'eau glacée devant les stades d'Accra surfe aujourd'hui avec l'or noir. Kevin Okyere a créé son entreprise à l'âge de 26 ans et a investi 70 millions de dollars pour le développement du West Cap 3 Point Block 2 qui couvre 673 km² dans le bassin de Tano avec une participation de 82%. Le prochain objectif de Springfield est évidemment de toucher tout d'abord le pétrole et de commencer à produire et à exploiter les hydrocarbures que nous avons trouvés. D'ici 2030,
il y aura 750 millions de jeunes sur le continent africain. En 2050, la population africaine va doubler, passant de 1,2 milliard d'habitants à 2,5 milliards, des données non négligeables pour le jeune entrepreneur. Nous avons une très grande population de jeunes sur le continent, très intelligents. Nous avons des jeunes hommes et femmes qui ont des idées incroyables. Mais puisqu'ils ne sont pas aidés, nous pensons souvent qu'ils ne sont pas capables de se surpasser. Travailler dans le secteur pétrolier est une inspiration pour le continent. Je pense que cela permettra aux gens de faire plus et mieux que ce que nous avons fait jusqu'à présent. Ils diront ici, si Springfield peut le faire, alors nous pourrons certainement faire mieux. À rappeler que les premières découvertes pétrolières ont été faites au Ghana il y a seulement 12 ans. Le pays qui ne produisait pas de pétrole est devenu le 4e producteur de pétrole de l'Afrique subsaharienne, avec une production moyenne d'environ 195 000 barils de pétrole par jour. La production nationale devrait atteindre 250 milliards de barils en 2020 et les prévisions les plus optimistes tablent sur 1 demi-million de barils par jour d'ici 2025. Au Soudan du Sud, les dégâts sont considérables après les inondations dans plusieurs régions du pays. 900 000 personnes ont été affectées par les pluies torrentielles. Dans le nord et l'est du pays, on compte des milliers de déplacés dont les habitations ont été sinistrées. Gladys Mamba. Maisons et terres submergées par les eaux, familles déplacées, accès aux services de base limité. Plus de 900 000 personnes ont été affectées par les pluies torrentielles qui s'abattent sur le Soudan du Sud depuis plusieurs mois. Des précipitations qui ont conduit à des inondations dans les régions du nord et de l'est du pays, notamment dans la vaste région de Jonglei, déjà touchée par la pauvreté. Quand nous avons été déplacés par les inondations, nous nous sommes sentis tristes de devoir tout laisser derrière nous. Nous avons besoin d'un abri, nous avons besoin de nourriture, mais nous ne recevons pas ces choses-là puisque nous avons dû quitter nos maisons. De nombreuses familles, contraintes à quitter leur domicile à cause de la guerre civile, avaient fait le choix de regagner le pays suite à la signature de l'accord de paix en septembre 2018. Un accord rempli d'espoir pour construire l'avenir, mais c'était sans compter les aléas climatiques. La paix est bonne pour la communauté. Lorsque vous êtes en paix, vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez. Vous pouvez obtenir de la nourriture, de votre jardin, vous pouvez regarder la vie en face. La paix est une bonne chose. Des précipitations climatiques qui ternissent l'accalmie politique. Les associations humanitaires s'activent pour assurer le secours d'urgence, avec notamment la distribution de nourriture et d'eau potable pour prévenir de la propagation des maladies d'origine hydrique. Notons que ces pluies torrentielles ont conduit les autorités à déclarer le 30 octobre 2019 l'état d'urgence dans 27 des 32 comtés du pays. Le football américain en République démocratique du Congo. Ce dimanche 8 décembre, la Ligue de football américain a été lancée à Kinshasa, qui devient ainsi la 40e discipline sportive du pays. Dès le mois de janvier 2020, les élèves de plusieurs écoles et universités de la capitale seront d'ailleurs initiés à ce sport. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. C'est la 4e discipline sportive en République démocratique du Congo. Le Soka, encore appelé foot américain, est désormais doté d'une ligue. La Ligue du foot américain a été lancée ce dimanche 8 décembre 2019 à Kinshasa avec quelques rencontres pour une discipline peu connue des Congolais. En fait, le principe avec ce sport, l'objectif c'est gagner du terrain jusqu'à ce que vous arrivez à la zone d'en-but. Donc c'est ça que les deux équipes doivent essayer de faire, mais ils ont un certain nombre d'essais pour dépasser ça, pour arriver à la zone d'en-but. Promouvoir le foot américain dans un pays où le football classique garde la prédominance de toutes les disciplines sportives, c'est le défi de la nouvelle fédération. Dès le mois de janvier, les écoles et universités de la capitale seront associées à la pratique de ces sports qualifiés à tort de disciplines élitistes. Mais nous avons dit, nous n'allons pas trop reculer, nous allons prendre ceux qui ont le diplôme d'État au monté. Mais nous donnerons aussi la chance à ceux qui n'ont pas le diplôme d'État, mais qui peuvent se recycler. Parce que nous voulons que nos athlètes parlent français, parlent anglais, savent écrire, savent calculer. C'est ça en fait, parce que ça, on pratique, mais ça forme la tête. Quand ça forme la tête, on forme les citoyens. Et moi, je trouve que ce sont de belles initiatives, parce que ce sont des choses qui se passent à l'extérieur. On a tendance de voir ça souvent à la télé, mais aujourd'hui, quand même, on les réalise nous-mêmes de vue.
Contrairement au football classique qui compte 11 joueurs pour chacune des deux équipes sur terrain, le foot américain en compte 5 par équipe. La succession des phases de jeu permet autant de changements que l'on veut. Il faudra à la nouvelle ligue organiser plus de compétitions en vue de promouvoir cette discipline. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.